Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Michael Perru et Anne-Françoise Gourgue-Laurençon. Notre webinaire aujourd'hui a pour thème Genèse, évolution des microstructures. Alors les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Et c'est Daniel Neville qui en assure la coordination. Alors depuis un an, les thèmes des webinaires correspondent à ceux des colloques de la prochaine conférence matériaux. Celle-ci aura lieu à Grenoble en novembre 2026. Et sur le site de Matériaux 2026, vous pourrez retrouver la liste des 14 colloques ainsi que leurs thèmes détaillés ainsi que les membres du comité d'organisation. L'appel à communication est ouvert et ce jusqu'au 13 avril. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Michael Perru et Anne-Françoise Gourgue-Laurençon. Alors je vais présenter Michael Perru, ancien élève de l'école polytechnique. Michael Perru effectue un doctorat en physique à l'Institut des nanosciences de l'Université Pierre et Marie Curie. Il étudie la solidification directionnelle d'un large modèle eutectique et le pattern sous-jacent. Après un post-doctorat au laboratoire Léon Brillouin du CEA Saclay, il devient ingénieur à l'ONERA où il cherche à utiliser et à développer des méthodes expérimentales et numériques utiles au développement accéléré de nouveaux alliages métalliques et ce pour applications aéronautiques. Par exemple, couple et multiplets de diffusion, la méthode CALFAD, les modèles en classe de taille et plus récemment l'apprentissage machine et la réduction de modèles. Michael Perut, parallèlement, développe une collaboration avec le Japon, dont il a appris la langue, ce qui lui vaut de recevoir le prix Mishima de la SF2M. Entre autres responsabilités, il est actuellement membre du bureau du Réseau national de métallurgie. Il nous présente aujourd'hui les microstructures de précipitation dans les superalliages base Michael. Michael, tu as en 25-30 minutes pour ta présentation. Merci beaucoup. Euh, je suis très content de pouvoir présenter ces travaux dans un cadre donc sur la genèse des microstructures. On va parler donc précipitation des superalliages base nickel en se concentrant justement sur un petit peu tout ce qui est pattern que ce soit la taille, la morphologie, l'arrangement, etc. Donc c'est un petit peu ça qui guide l'exposé, ce qui est pas forcément quelque chose d'assez habituel. Donc je commencerai par une brève introduction et puis on va regarder la précipitation dans les superalliages, un aspect cinétique, et cinétique de taille, qui est quelque chose qui en général est assez intéressant pour l'industriel et pour la recherche appliquée. Ensuite, on verra un petit peu ce qui se passe dans les superalliages monocristallins. Notamment, c'est intéressant parce que c'est multi-échelle et il y a des évolutions de patterns assez complexes qui sont intéressantes à être étudiées. Et puis, je vais parler un peu de réduction de modèles pour accélérer les modélisations et pour pouvoir aller un jour jusqu'au multi-échelle. Et je finirai par des conclusions et j'espère avoir un peu de temps pour des questions. Donc, je vais essayer d'aller vite quand même. Simplement, le contexte, le contexte dans lequel moi je travaille, c'est le contexte de développement accéléré de nouveaux alliages. Ça va de la conception de nuances, la modélisation de microstructures, mais aussi des caractérisations expérimentales au débit, et essayer de prédire les propriétés d'emploi, notamment par l'apprentissage machine. Donc il y a un petit peu ce triangle que je montre souvent et où il y a effectivement l'expérimental au débit en bas à gauche. L'ICME, ça va être tout ce qui est calcul multi-échelle, donc calcul à chaque échelle, et puis essayer d'intégrer les échelles des unes aux autres. Et puis, il y a l'IA qui va nous aider beaucoup, à la fois pour des dépouillements expérimentaux au débit, mais aussi pour accélérer les calculs, parce qu'on sait très bien que il y a tellement d'échelles impliquées en métallurgie que c'est difficile de tout calculer explicitement sans l'aide de l'IA et sans prendre des raccourcis.
Les applications dont je vais parler aujourd'hui, c'est typiquement des applications type disque de turbine haute pression. Donc, que vous voyez sur la photo de gauche, c'est quelque chose qui est de l'ordre ça pèse plusieurs kilos et faut imaginer que ça fait plusieurs dizaines de centimètres. Et puis il y a l'aube qui est beaucoup plus petite à droite, l'aube de turbine haute pression, qui fait que quelques centimètres, mais qui est monocristalline et qui donc coûte très cher malgré sa petite taille. Donc, si on commence par la précipitation de la phase gamma prime dans les superalliages base nickel, de manière générale, donc ces alliages ont une matrice de type CFC, hein, riche en nickel, et puis dedans on a des précipités intermétalliques L1,2 qui sont riches. Alors en général, on a aluminium, titane, niobium, puis alors du tantal, avec des stoichiométries type Ni3L. Donc, vous avez plusieurs types de précipités. En fait, vous avez ici c'est des superalliages métallurgie des poudres pour application disque, et vous avez le long des joints de grains parfois des précipités primaires qui sont issus des étapes bien antérieures, et puis entre les joints de grain, à l'intérieur du grain, hein, des précipités intragranulaires qui sont de plus petite taille et qui sont ceux qui vont vraiment durcir le matériau. Et vous voyez que il y a plusieurs tailles différentes. Il y en a qui font la centaine de microns, et puis la centaine de nanomètres, pardon, et puis d'autres qui sont beaucoup plus petits, de quelques nanomètres. Donc on les appelle les secondaires puis tertiaires. C'est dans l'ordre d'arrivée. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de modéliser cette précipitation secondaire, tertiaire, parce que c'est elle qui durcit le matériau. Et pour ça, on utilise des précipitations en classe de taille, parce que justement, les deux distributions vont sortir toutes seules du modèle. On n'a pas à lui dire, on a deux distributions séparées qu'on va calculer indépendamment. Tout est lié. Et donc, si on suppose à une température, une évolution de température connue, qu'on a une certaine distribution de précipités, eh bien, on va regarder si il y a de la germination qui va avoir lieu, s'il y a de la coalescence qui va avoir lieu, et puis on a une nouvelle distribution de précipités à l'instant T plus dt, et puis on va itérer, très simplement. Donc là-dedans, on fait beaucoup d'approximations, hein. J'ai dessiné des ronds. C'est parce qu'on suppose que les précipités sont sphériques, alors que ils sont pas spécialement sphériques. Ils sont pas spécialement isolés non plus, parce que il y en a quand même beaucoup. On n'est pas sûr que les champs de concentration ne font pas d'overlap entre eux, mais c'est ce qu'on considère dans le modèle. Et on va aussi négliger tout ce qui est phénomène élastique. Et on va supposer des choses habituelles du type équilibre local à l'interface, germination homogène avec la théorie classique de la germination. Et souvent, on met dans ces modèles qu'il n'y a pas de chaleur latente de précipitation, c'est-à-dire que l'évolution de température est pas couplée à la précipitation. Alors là, il faut faire attention, parce que justement, dans notre cas, c'est plus compliqué que ça, donc j'y reviendrai. Et puis on prend une thermodynamique assez simple, hein, on projette tout dans un diagramme de phase pseudo-binaire avec, on met un peu tous les éléments qui font précipiter gamma prime ensemble, et ça fait quelque chose de très simple au niveau numérique. Et on prend une force motrice de précipitation aussi qui est assez simple. Et tout ça fait qu'en réalité, on peut simuler une distribution de taille de précipité en une seconde. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire tourner sur des structures. On peut calculer une microstructure sur un disque entier sans que ce soit difficile. Ça prend typiquement une heure. Donc, si on regarde les résultats du modèle, en fait, les résultats du modèle, c'est ce qu'il y a à droite, c'est ces distributions de précipités. On voit bien les deux familles, hein. Il y a donc les précipités secondaires qui sont les gros, et la taille moyenne, ça va être un petit peu le paramètre clé dans l'histoire, avec bien sûr la fraction volumique associée, mais c'est ça qui va beaucoup piloter le durcissement de l'alliage.
Et puis, on regarde quand même aussi les précipités tertiaires, même si, évidemment, c'est plus difficile d'être quantitatif, notamment au niveau expérimental. On peut toujours calculer, mais expérimentalement, c'est parfois difficile de comparer. Et donc, il faut quand même calibrer le modèle. Alors, il y a très peu de paramètres vraiment ajustables parce que toute la thermo, elle peut être calculée avec des méthodes CALFAD. Vous prenez thermocalc, la base superalliage, vous pouvez calculer. Les coefficients de diffusion, ils sont aussi connus. On peut prendre un coefficient de diffusion efficace qui fonctionne bien. Et simplement, il y a toujours les histoires d'énergie d'interface qui sont pas forcément connues en fonction de la chimie. Il y a un tout petit peu de paramètres à calibrer. Mais on peut faire ça à partir de choses très simples, à partir d'échantillons de laboratoire. On fait des refroidissements contrôlés à différentes vitesses et bien sûr, plus la vitesse est rapide de refroidissement, moins les précipités ont le temps de diffuser pour grossir. Et donc, quand on refroidit à partir du domaine monophasé, on obtient une sorte de taille et des précipités en fonction de la vitesse de refroidissement. Alors, pour des microstructures dites super solvus, quand on part du domaine monophasé, et puis des fois, on a des précipités primaires et on les dissout pas avant de faire le refroidissement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des microstructures subsolvus, parce qu'on passe pas le solvus de la phase gamma prime. Donc ça, c'est des calibrations qui peuvent être faites assez facilement, assez rapidement en laboratoire. Et puis après, on peut le tester sur des structures réelles où le refroidissement n'est pas contrôlé. Alors là, il faut euh, il faut résoudre l'équation de la chaleur en même temps, mais ça se fait très bien. Dans Z7, on le fait, on peut coupler les problèmes en introduisant l'effet de chaleur latente et on voit que ça donne bien les bons résultats. Et donc, le modèle calé avec des vitesses contrôlées marche très bien sur des vraies structures. Et donc, on peut le faire sur un vrai disque, où par exemple, on va aller regarder à cœur du disque, il y a plein de choses qui se passent parce que le disque, il est massif, donc il refroidit assez lentement, donc il va y avoir des précipités plus gros et plusieurs vagues en réalité de précipitations, ce qui fait que quand vous regardez dans le détail de l'image, il y a des précipités de taille un petit peu moyenne et puis des plus petits, etc. Et donc, si on retrace ça dans sous forme de la distribution de taille et calculée expérimentale, on s'aperçoit que qu'en traitement d'image, on arrive à peu près à attraper un petit peu ces distributions et que ça colle assez bien avec le modèle qui a été entièrement ajusté sur une calibration labo et où il n'y a pas du tout là la simulation du disque est vraiment prédictible. Elle prédit de manière quantitative la microstructure. Et ça, c'est possible notamment parce qu'on prend en compte les effets de chaleur latente. Voilà. Donc ça, c'est une première approche de cette précipitation, de regarder les effets de taille. Alors maintenant, je vais passer à d'autres cas de figure, donc sur les superalliages monocristallins, où là on est très différent parce que on est en solidification dirigée, on peut mettre aussi beaucoup plus de fractions de phase gamma prime, parce que quand vous allez tremper votre pièce, vous n'allez pas casser au joint de grain. Donc, comme vous pouvez pas casser au joint de grain, c'est beaucoup plus facile de mettre plein de phases gamma prime. Et quand vous regardez les microstructures après cette solidification dirigée qui fait des monocristaux, vous avez une structure assez complexe parce que il y a plusieurs échelles, parce qu'il y a ces dendrites, ces espèces de grosses dendrites qui poussent donc de plusieurs centaines de microns, dans lesquelles il y a une dévariation de chimie parce que les éléments ils s'égrègent entre le solide et le liquide. Mais vous avez effectivement, bien sûr, toujours une structure de précipitation à l'échelle fine, qui est toujours celle qui va assurer le durcissement. Et puis, bien sûr, vous avez aussi l'échelle de la pièce.
et à l'échelle de la pièce, il y a des sollicitations thermomécaniques. Là, par exemple, c'est la contrainte de von Mises qui est vue par l'aube de turbine. Et donc, en différents endroits, on sollicite pas de la même façon. Et la température étant très élevée, les microstructures sont amenées à évoluer différemment en fonction de l'endroit où on est dans la pièce. Par exemple, là, la contrainte est beaucoup plus forte en bas et plus faible en haut, mais par contre, la température est beaucoup plus élevée dans la partie fine de l'aube. Alors, à l'échelle des précipités, si on s'intéresse maintenant à quoi ressemble justement le pattern, on va dire, de la microstructure. Alors, il y a plusieurs choses à discuter. Il y a la taille des précipités. Alors, la taille des précipités, c'est la longueur de diffusion, c'est-à-dire en fait le couple temps-température. Avec le coefficient de diffusion, vous avez une échelle de longueur naturelle, hein. C'est racine de dt. Le coefficient de diffusion étant très dépendant de la température. Mais ça va gouverner votre taille de précipité de manière assez simple. On en a parlé assez longuement. Si vous regardez la forme des précipités, là, il va y avoir des contributions conjointes, on va dire, de l'énergie d'interface qui, elle, tend à volume donné, c'est la sphère qui va minimiser votre interface avec la matrice autour. Mais il y a aussi une énergie élastique parce que la précipitation de la phase gamma prime dans la phase gamma, c'est une précipitation cohérente où il va y avoir des accommodations du réseau cristallin en fonction de la différence de paramètres de maille et des aspects donc de compression-tension des deux phases. Et pour minimiser en fait cette énergie élastique associée, on a tendance, toute chose égale par ailleurs, on a tendance à former des plaquettes. C'est responsable des alignements qu'on peut observer, notamment sur la microstructure de droite, où le désaccord paramétrique tend à donner une énergie élastique plus importante qu'à gauche, où le désaccord paramétrique est très faible, et où là, on se rapproche presque que des sphères. Et donc ça, c'est intéressant, c'est que vous avez à la fois des choses qui vont ressembler le plus possible à des plaquettes, à des précipités qui sont alignés, et donc ça joue à la fois quelque part sur la morphologie, mais aussi sur l'arrangement. Et l'arrangement spatial, lui, il est essentiellement piloté par l'énergie élastique. Et donc ça, c'est ce dont on va discuter maintenant. Parce qu'on peut faire des approches semi-analytiques pour essayer de comprendre quelle va être la stabilité d'un arrangement, comment il va évoluer. Donc le principe simple, c'est qu'on va faire une perturbation et qu'on va évidemment vouloir minimiser l'énergie élastique. Donc si après la perturbation des positions, en partant de quelque chose d'idéal tout simple, si l'énergie augmente, on est stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir envie d'être perturbé, le réseau. Et si l'énergie élastique elle diminue, au contraire, quand on perturbe, l'arrangement des précipités est instable. Et donc, on peut, alors je vous fais grâce, bien sûr, des équations que j'ai pas le temps de discuter en détail. Simplement, quand on écrit les choses dans l'espace de Fourier, vous avez le θ0 ici, qui est le facteur de forme du précipité. Et si vous supposez qu'ils ont tous la même forme, vous pouvez mettre tout ça en facteur. Et en fait, c'est facile, entre guillemets, facile, le terme est quand même un peu peut-être pas très adapté ici, mais on peut faire un calcul semi-analytique pour déterminer la stabilité. Donc ça, c'est intéressant et ça va nous permettre de regarder pour des perturbations, alors du type, là j'ai mis 2D, mais en fait la première ici c'est 1D, c'est une espèce de précipité en accordéon, où les lignes se resserrent puis se détendent. Et puis vous avez des perturbations plus complexes qui est plus difficile de décrire, des espèces de modes qu'on va qualifier de transverses ici, et puis carrément des perturbations qui s'écrivent qu'en 3D. Et donc le résultat classique qui avait été regardé, ça avait été regardé dans les années 70 déjà, par Khatchaturian, et il avait conclu que le réseau
périodique pour des sphères était stable. Mais en réalité, ça dépend de plein de facteurs, tout ça. Parce que vous avez la perturbation que vous mettez, évidemment, dans l'arrangement. Vous avez la fraction volumique de vos précipités. Vous avez la longueur d'onde de la précipitation, la longueur d'onde de la perturbation de l'arrangement. La forme des précipités joue aussi, parce que le θ0, il est en facteur, mais il est là quand même. Et puis, l'anisotropie élastique, etc. Donc, bon, c'est compliqué, mais ce qu'on a trouvé dans la thèse de Mathieu de Getter, c'est que l'arrangement, il est instable quand on prend des cuboïdes. Et en fait, c'est pas le même résultat que pour des sphères. Et si on fait une simulation de champ de phase et qu'on prend ces cuboïdes, qu'on les aligne et puis qu'on fait tourner, eh bien, on aperçoit en mettant une perturbation infinitésimale de ce mode de transverse, par exemple, à 2D, eh bien, on voit cette évolution qui arrive. Et donc, effectivement, si on regarde dans les microstructures, on s'aperçoit que ça existe aussi bien dans la vraie vie et que donc il y a bien quelque chose de tout à fait réel. Voilà, donc ça c'est la petite histoire des arrangements. Il y aurait beaucoup plus à en dire parce que évidemment on peut aller en fluage, faire des plaquettes qu'on appelle mises en radeau. Il y a des inversions de topologie. Enfin, il y a plein de choses. Il y a les défauts de ces patterns aussi, mais évidemment j'ai pas le temps de raconter tout. Je vous renvoie vers les papiers qui existent si ça vous intéresse. Je vais passer directement à la réduction de modèles avant de conclure. Donc, on est très content de savoir faire des modèles de champ de phase, par exemple ici en 3D, qui a été fait dans la thèse de Maeva Kotura. On sait faire et on a tout le détail de la microstructure. Et donc, on serait capable, ici, à droite, d'aller regarder comment la microstructure se déforme, se met en radeau, en fonction de là où on est dans l'aube, etc. Sauf que, à chaque fois, le calcul de gauche, ici, il a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est extrêmement lourd et effectivement on peut pas faire des milliers de points dans les aubes. Donc si on voulait avoir tous ces renseignements bien précieux, il faut accélérer et faire. Alors nous on a pris le parti dans la thèse d'Adrien Padovani qui est encore en cours. Qui est encadré avec Mathieu de Getter justement et puis Alphonse Finel et Yann Leboire du LEM, qui sont des spécialistes de ces méthodes de champ de phase. Eh bien, on va voir comment on pourrait accélérer avec des modèles réduits, hein, les approches type réduction de modèles. Alors, en quoi ça va consister ici? On commence les choses avec un modèle minimal, on va juste regarder la décomposition spinodale qui est le même phénomène que vraiment qui se passe pour la précipitation de la phase gamma prime, sauf que comme on met pas toute la physique, eh bien on a des spaghettis isotropes au lieu d'avoir des cuboïdes et des directions privilégiées. Mais le modèle du champ de phase, lui, il est basé sur le même principe. Alors, on a évidemment les équations. La plus importante, je dirais ici, c'est l'équation dite de Canillard, pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est une équation dérivée partielle, fortement non linéaire, et qui va pouvoir être décomposée suivant ce qu'on appelle une pod. Et ce qu'on va faire, c'est que les champs qu'on a calculés, on va les approximer. Ceux qu'on a calculé en champ de phase, une évolution hein, temporelle et spatiale, et on va en fait séparer le temps de l'espace. Et donc, on va avoir simplement ce qu'on appelle des vecteurs propres ici, qui sont représentatifs de ce qui est visité comme modes spatiaux dans la simulation. Et on a simplement en fait des poids entre ces différents vecteurs propres, il y en a un peu plus quand même, qui permettent d'obtenir une cinétique. Alors quand vous regardez, bon, j'ai pas fait de vidéo parce que ça prend tout de suite beaucoup de temps, mais c'est indiscernable en fait quand on met par exemple une dizaine de modes, on voit plus de différence à l'œil entre l'évolution champ de phase classique et puis celle qui est
projeté en quelque sorte dans dans cet espace de petite dimension, puisque on a presque plus de degrés de liberté. On a simplement 12 degrés de liberté, on a nos poids là, entre les vecteurs propres, et alors qu'au départ, on a une image 256, et avec plusieurs ordres de grandeur de plus de degrés de liberté à, à gérer. Et vous voyez ici à droite qu'en fait, c'est exponentiel, que l'erreur diminue quand on augmente le nombre de modes, donc c'est pour ça que c'est très rapide. Alors après, c'est bien de faire cette réduction de modèle, mais alors ce qui est vraiment intéressant en plus, c'est que on peut garder de la physique, c'est-à-dire que notre expression qu'on a de approcher, où on a séparé l'espace et le temps, on peut réinjecter ça dans l'équation, et puis ça nous fait des équations différentielles ordinaires, donc beaucoup plus rapides à résoudre que le problème de départ. Alors c'est intéressant parce que, alors évidemment, on perd la notion de microstructure, mais à partir de ces évolutions simplement des AI de t, de nos poids, eh bien on va être capable de calculer des grandeurs moyennes, comme par exemple l'énergie de surface ici, qui est l'intégrale du gradient de concentration au carré, c'est-à-dire que c'est à peu près l'énergie d'interface associée à vos précipités, parce que à l'intérieur du précipité, c'est constant, il n'y a pas de gradient. Dans la matrice, c'est à peu près constant, il n'y a pas de gradient. Bon, là où il y a des gradients, c'est là où il y a des interfaces. Et vous avez le comportement en fonction du temps qui correspond, c'est-à-dire au début, ça monte parce que ça germe, ça pousse, etc. Et après, vous avez une phase de coalescence où ça diminue. Et donc, sur la signification physique de ces poids AI de t, vous voyez aussi, par exemple, des gens qui ont regardé un petit peu le A1, par exemple, en fonction du A2, sur toute une batterie de simulations champ de phase, et vous voyez que en fonction des endroits où on se trouve, eh bien, vous n'avez pas les mêmes patterns. Donc, tout ça est pareil, c'est des patterns sous-jacents qui sont entre guillemets classés quand on fait ce type de réduction de modèle. Alors je vais aller très vite parce que je vois que le temps passe. Simplement, on a regardé la reproductibilité parce qu'évidemment les équations sont très non linéaires. Donc si on change les conditions initiales, euh, où on met juste un petit bruit pour que ça démarre, et bien évidemment, quand la boîte est toute petite, ça fait une grosse différence. Et après, quand on prend des grosses boîtes, eh bien, évidemment, les simulations sont différentes, mais tout ce qui va être grandeur moyennée, en fait, va être constant. Et si on regarde donc nos fameux poids, les pondérations AI de t, leur signification physique étant réelle, on se doute qu'on va retomber toujours sur la même chose. Et effectivement, quand la boîte est petite, eh bien, on a des fuseaux, c'est-à-dire que les évolutions de A1, de A2, etc., bah, sont pas tout à fait les mêmes. Mais quand vous augmentez la taille de boîte, en fait, là, on dirait qu'il n'y a qu'une seule ligne, mais en fait, on a fait 100 simulations et 100 fois, on est tombé sur la même ligne. Donc, ça veut dire que euh, ces évolutions sont réellement intrinsèques, elles sont physiques, et peu importe le détail de la microstructure qui change d'une fois sur l'autre, on est capable de retomber sur le même modèle réduit et de pouvoir donc le tracter indépendamment du détail des microstructures. Mais alors, est-ce qu'on va être capable de prédire nos microstructures dans des endroits qu'on n'a pas simulés? En fait, c'est ça la vraie question quand on veut accélérer. Et donc, ben, on va interpoler en fait sur alors, interpoler les modèles réduits entre eux, c'est-à-dire nos coefficients des équations différentielles ordinaires vont pouvoir être interpolés les unes aux autres. Alors, si on regarde ces coefficients, eh bien, en fait, ils évoluent de manière très lisse en fonction de la concentration ici, qui varie, par exemple, la concentration moyenne de 0,3 à 0,7, et où vous avez donc des patterns différents. Donc, on va pouvoir interpoler a priori, et si on regarde, par exemple, l'énergie interfaciale qu'on est capable de calculer,
eh bien, si on la calcule à 0,5 par champ de phase, ou qu'on l'avait calculé à 0,45 et 0,55 et puis qu'on fait l'interpolation, on retrouve la même évolution. Et donc c'est intéressant et on va continuer évidemment là-dessus. Donc j'aimerais juste conclure maintenant, simplement rapidement, c'est que on essaie toujours d'adapter un petit peu les niveaux de modélisation, hein, en distribution de taille de précipité où on a des sphères, ça va être très différent de aller chercher la forme cuboïdale et les arrangements entre eux. Mais souvent, les cas industriels peuvent être résolus avec des approximations fortes. On a montré l'intérêt d'approches semi-analytiques intéressantes pour comprendre les phénomènes, les évolutions de patterns. Et puis évidemment, le champ de phase est très 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 important quand on veut des évolutions détaillées. Et évidemment, on porte des grands espoirs à arriver à piéger l'essentiel de la physique dans des modèles réduits qui seraient extrêmement plus rapides. Voilà, je vous remercie et je ne sais pas s'il y a le temps pour une ou deux questions. Merci, Michael, pour ces modélisations impressionnantes pour aller vers le multi-échelle. Donc, moi, je ne vois pas trop de questions là. Vous pouvez lever la main, réagir, hein. Je peux poser une question? Oui, Jean-Paul Itier, oui. D'accord, merci pour ce superbe exposé. Au début, tu parles de débit de données rapide que tu pourrais Oui. traiter avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu appelles rapide? Ah, Et- par exemple, on fait beaucoup à l'ONERA récemment, et depuis ouais, quelques années maintenant, on regarde beaucoup les matériaux à gradient de composition. D'accord? Et donc, on fait, par exemple, on va faire un traitement thermique ou une oxydation sur un matériau à gradient. Et après, on va regarder localement avec des cartographies. Alors, ça peut être des cartographies chimiques, des cartographies Raman, pour les oxydes. Et ça peut être des cartographies pour aller voir comment les précipités ont grandi. Ça peut être aussi faire de l'indentation pour voir la dureté. Donc, tout un tas de caractérisations locales qui permettent de retirer des informations euh, pour une composition d'alliage local donnée. Et en fait, ça va vous donner l'équivalent de parfois des dizaines de points qui auraient mis des dizaines d'échantillons à être faits dans des processus habituels. Très bien. Ce que tu montres, j'ai eu l'impression que c'était essentiellement de la caractérisation 2D, de l'imagerie 2D en particulier. Ah oui, là oui, dans ce que j'ai montré, tout à fait, oui, oui. Et justement, est-ce qu'il y a un passage possible à la 3D? Parce qu'il doit se passer dans la troisième direction plein de choses qui ne sont pas forcément vues en 2D, quoi. Oui, bah alors la 3D en microscopie, c'est toujours un peu compliqué. On peut faire du FIB, même si c'est vrai que Ouais, c'est coûteux. Après, je sais qu'il y a des nouveaux FIB type plasma qui font des volumes beaucoup plus importants qu'avant. c'est bon. Des fibres laser, des fibres plasma, enfin pardon, des découpes laser ou des fibres plasma. Il y a des choses qui sont faites pour essayer d'aller vers des informations 3D en microstructure, mais c'est vrai que c'est quand même en général assez coûteux. D'accord. Mais c'est quand même important, j'imagine. Bah oui, et en même temps, on fait beaucoup de progrès sur les modèles. Et c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, notamment en mécanique aussi, c'est de faire des modèles 3D et de regarder si on retrouve la même chose sur une coupe du modèle 3D que ce qu'on voit sur les coupes en microscopie, quoi. Euh, mais il y a toujours un peu cette question, par exemple, on va faire une carte BSD d'un matériau 2D, et puis il y a des logiciels qui vous propose une microstructure de grains 3D à partir elle est Hmm. un peu aléatoire, mais elle respecte quand même un certain nombre de données statistiques. Enfin, on essaye de se dépatouiller quand même. D'accord. Merci.
Merci, donc on va en rester là. J'ai pas d'autres questions. Merci encore, Michael.